Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine et du Figaro Live. Merci d'être avec nous. C'est vendredi, c'est le dernier Buzz de la semaine et notre invité du jour, vous allez le voir tout de suite, c'est un pic. C'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Et si cette digression empruntée à Cyrano de Bergerac ne suffisait pas, on pourrait éventuellement le qualifier de mythe, voire de légende. Mais une légende bien vivante et une mémoire aussi, évidemment, celle du football. Des 50 dernières années, journaliste fidèle à Radio France pendant la plus grande partie de sa carrière, il a quitté la grande maison en 2021 pour rejoindre Europe 1 et désormais CNews aux côtés de Pascal Praud. Et depuis 2 mois, on ne parle que de foot, bien entendu, parfois pour le meilleur. Et puis aussi pour le pire, on a évidemment hâte de débriefer tout ça avec lui. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Très heureux. Vraiment ravi de vous avoir et s'il y a encore besoin de vous présenter. Jacques, vous êtes journaliste sur Europe 1, chroniqueur sur CNews. Vous avez officié pendant 53 ans, hein, je ne me trompe pas, à Radio France. Vous êtes la mémoire vivante du foot français. Comment on vit au quotidien ce statut de légende? C'est pas trop difficile? D'abord, je ne m'en rends pas compte. Et on vous le dit quand même, j'image. Oui, mais je le prends au 2e degré parce que je ne suis pas du tout... une légende. Moi, j'aime mon métier, je fais ça, je réalise mon rêve tous les jours. C'est-à-dire, quand je me réveille le matin, je suis très heureux d'être commentateur sportif, je suis très heureux d'être à Europe, je suis très heureux de travailler à CNews maintenant. Je n'ai pas d'état d'âme, c'est-à-dire que je suis content d'être là. Et, vous ne réalisez pas, en fait, vous savourez le moment présent, en fait. Je savoure tout le temps, je savoure tous les matins, tous les soirs, etc. Parce que j'ai toujours dit à tout le monde que j'étais un enfant gâté et que je réalisais mon rêve, alors qui était dans une première vie, je veux dire, à Radio France, qui est maintenant dans une deuxième vie à CNews, vous l'avez dit, et surtout à Europe 1. Et donc, je ne me rends pas compte, en fait, de la situation dans laquelle je me suis mis, c'est-à-dire, oui, bonjour la légende, etc. Ça me fait marrer, voilà. Ça me fait marrer, mais je veux dire, je ne suis pas bouleversé. C'est difficile de ne pas voir comme une légende quand même, parce que j'imagine que vous avez savouré beaucoup, vous avez encore plus savouré avant-hier, où vous avez été fait officier de la Légion d'honneur, vous étiez officier de la Légion d'honneur, pardon, vous êtes désormais commandeur de l'Ordre national du mérite. On va voir la photo, c'est Emmanuel Macron qui vous a décoré. Vous étiez aux côtés de Jean Tigana, Arsène Wenger, il y a Christian Prudhomme également, le patron du Tour de France. C'est un moment d'émotion, j'imagine, incroyable pour vous. C'est un moment d'émotion qui est hors norme, parce que d'abord, il se trouve que, je m'en suis jamais caché, moi j'aime bien le président Macron. Oui. On a un point commun qui est le football, on a un point commun qui est le sens de l'humour, on a plusieurs points communs. Moi je trouve que c'est bien pour nous les Français d'avoir un président assez jeune, mais ça n'engage que moi, je veux dire, c'est mon opinion. Et je trouve surtout que me retrouver à l'Élysée, entouré par ma famille, entouré par ce que j'appelle toujours en rigolant mes vrais amis, ceux avec qui vous êtes amis depuis toujours. Donc c'est vrai que c'est inhabituel. Et puis le président dit des choses très gentilles sur moi. Ça m'a beaucoup... j'ai surtout pensé touché à mon père, à mon grand-père, etc., qui m'ont beaucoup aidé, voilà, qui m'ont beaucoup façonné. Quelle relation vous avez avec Emmanuel Macron? Vous l'appelez souvent On s'échange. On échange des SMS, on parle de foot, on parle de l'actualité. Dernière information, mardi dernier, il m'a demandé si je pouvais renouveler le fait qu'il joue avec le Variété Club de France, un match de football. D'accord, donc il va jouer? Il va rejouer. Il a joué à Poissy il y a 1 an, et là, il va rejouer dans l'année 2023, j'espère, en fonction de son emploi du temps. En tous les cas, il m'a demandé de m'en occuper, et je vais m'en occuper. Génial. On suivra évidemment le match de foot d'Emmanuel Macron avec le Variété, on ne va pas rater ça. On continuera cette conversation avec Jacques Vendroux dans un instant, sa nouvelle vie sur Europe 1, sur CNews. C'est juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah, rebonjour. Bonjour, rebonjour à tous les deux. On démarre ces news médias avec votre image du jour. Ah, franchement, on a beaucoup rigolé hier là-dessus. C'est même l'image de la semaine. Ah ouais, c'est une séquence très cocasse de BFM TV hier au moment des grèves. Ah ouais, je résiste pas à l'envie de vous la passer. Ça s'est passé hier matin dans la matinale de la première chaîne Info de France. La reporter Ashley Chevalier était gare Montparnasse pour recueillir le témoignage des voyageurs qui tentaient, malgré la grève, de gagner leur lieu de travail. Et parmi les femmes interrogées, l'une d'entre elles a manqué son train. Regardez. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Ouh là là, le train est en train de partir. Mince, j'ai perdu le train. Je suis navrée. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez la grève? La grève et il... Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez la grève? Ouais,
Alors la femme en question n'a pas l'air plus catastrophée que ça. C'est surtout Ashley Chevalier, la journaliste, qui était complètement navrée. Elle s'est engagée à lui trouver un train par la suite dans les plus brefs délais. Alors, le reste de l'interview, elle est paniquée. Elle s'est je vais faire rater son train, c'est terrible. Jacques Vendroux, vous intervenez sur CNews évidemment, mais vous regardez aussi un peu la concurrence, BFM, LCI, etc. Est-ce qu'une chaîne d'info, avant CNews, vous avez proposé éventuellement de les rejoindre ou non? Non, franchement, non. Il m'est arrivé d'intervenir, je veux dire, sur des événements ponctuels sur les différentes chaînes d'information, comme on dit, mais j'ai jamais eu de proposition, en tous les cas. Oui, on m'a fait des allusions, mais j'ai préféré, je veux dire, me consacrer d'abord à Radio France, après me consacrer à Europe, et maintenant me consacrer à CNews. Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu exclusif. C'est-à-dire que j'aime pas partager. Donc, j'ai été à Radio France. Après, je suis à Europe depuis plus d'1 an. Qui est la même maison que CNews. Hein, voilà, et donc je suis entier. J'ai pas envie de me disperser partout. Voilà, je suis un peu j'ai le côté exclusif, voilà, des amitiés ou des choix. C'est très journaliste, ça, en fait. En même temps, on continue ces infos médias, Sarah, avec Yvan Le Bolloc, qui a soutenu ouvertement les manifestations d'hier contre la réforme des retraites. Tout à fait. Hier soir, il était l'invité de C'est à vous sur France 5 et il n'a pas caché sa joie d'avoir vu entre 1 million et 2 millions de Français dans la rue hier contre la réforme des retraites. Ça montre qu'il est allé trop loin Manu, voilà ce qu'a dit Yvan Le Bolloc. Oui, il l'appelle Manu. Oui, il l'appelle Manu, voilà. Un peu de familiarité, c'est ce qu'il a dit à Anne-Elisabeth Lemoine. Et il faut préciser que l'acteur qui a été révélé dans Caméra Café a défilé hier entre République et Nation. Jacques, vous avez un avis sur cette réforme des retraites? Parce que la retraite à 60, 62, 64, vous, ça ne vous concerne pas du tout. Moi, j'ai 75 ans. Vous avez 75 ans. Moi, j'ai 75 ans, donc je suis mal placé pour en parler. Je dis simplement que je ne connais pas un président de la République ou un gouvernement, quand il s'engage dans une réforme, je pense qu'il s'engage dans une réforme en leur âme et conscience. Ouais. Et je trouve que pour le moment, le gouvernement se bat. Et puis je dis franchement, moi, vous savez, ce qui m'énerve bien, c'est bonjour Jacques Vendroux, ça va bien? Oui. Vous n'êtes pas encore à la retraite? Alors ça me gonfle. Parce que je n'ai pas envie. On vous le demande souvent, c'est ça? Mais oui, j'ai 75 ans. Il y a des gens qui me font des allusions, etc., que je pourrais rester tranquillement chez moi, etc. Je ne peux pas. Et là, l'autre chose qui m'énerve beaucoup, c'est que quand vous parlez avec quelqu'un qui vous dit « Ah, Jacques, t'es pas encore à la retraite ?» Je dis non, et puis j'ai pas envie de partir à la retraite, alors je pourrais être à la retraite, etc. Et bien moi, dans 4 ans et 3 jours, je suis à la retraite. Ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est tellement agréable de travailler dans des bonnes conditions comme les miennes. Donc oui, c'est pour ça que gens ont des conditions plus difficiles. C'est pour ça que je suis très mesuré dans ce que je dis, parce que je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis un enfant gâté. J'ai rêvé d'être... j'ai rêvé soit d'être Gordon Banks, le gardien des champions du monde de 66 de l'équipe d'Angleterre. J'ai rêvé de devenir Thierry Roland. Donc j'ai pu rêver en devenant Gordon Banks dans les buts du Variété Club de France. Et j'ai pu commenter à la radio en imitant quelque part Thierry Roland. Donc qui était votre je suis mal placé. Je suis mal placé. Je veux dire, vous l'êtes gâté jusqu'au bout. C'est ça en fait. Mais je suis très gâté, je suis très gâté. Et on va vous gâter encore, Jacques, dans cette interview, vous allez voir, puisque Sarah a terminé. Oui, j'ai terminé les news aujourd'hui. Ce sera de retour évidemment dès lundi avec d'autres news. C'est la grande interview de Jacques Vendroux, tout de suite dans le Buzz TV. Jacques Vendroux, je l'ai dit, vous avez été journaliste sportif pendant 53 ans à Radio France. Et fin 2021, vous y êtes venu consultant, votre contrat n'a pas été renouvelé. Et effectivement, vous en parliez, au lieu de prendre une retraite que vous auriez pu avoir, bien méritée, évidemment, vous décidez de rejoindre Europe 1. Et ensuite, CNews, évidemment. Ma question, c'est est-ce que c'est trop dur d'arrêter? Est-ce que notamment le sport, le foot, c'est une vraie addiction? On est accro comme à une drogue. Moi, je vais être très honnête avec vous. Je suis resté à Radio France où j'y ai passé des merveilleux moments avec des grands présidents, avec des grands directeurs généraux. Enfin, j'ai pas d'état d'âme. J'ai passé des moments merveilleux. Peut-être que les derniers mois auraient pu être un peu plus élégants de la part de Radio France par rapport à moi, parce que je pense très honnêtement que j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'être compétitif. Quoi, qu'ils ont manqué de tact par rapport à une personne comme vous qui était là depuis 53 ans. Voilà, moi je pense qu'on aurait pu se séparer, entre guillemets, d'une manière un peu plus consensuelle, mais il y a des personnes... Comment ils s'y sont pris avec vous?
J'ai appris un jour par la presse que mon contrat n'était pas renouvelé. C'est pas Sybille Veil qui vous a prévenu? Non, j'ai été Par prévenu. voie de presse, donc. Comment? Par voie de presse. Par voie de presse, je l'ai appris. Il y a aussi quelqu'un que je ne nommerai pas, parce que ce n'est pas lui donner d'importance. Non, juste les initiales, ça ira. Non, mais il se connaît. Non, mais il ne faut surtout pas que je parle de lui et que je parle d'elle, parce qu'ils vont encore m'envoyer un avocat en disant, voilà, il ne faut pas que tu parles de nous comme ça, etc. Je maintiens mes propos, je ne les nomme pas, mais je maintiens mes propos. Et il se trouve qu'entre-temps, au moment où je ne m'entendais plus avec eux, j'étais en contact avec Donat Villarrevel et Jean-François Pérez d'Europe 1. Directeur de la rédaction. Voilà, et donc on parlait, pourquoi tu viendrais pas? Et puis à un moment, j'ai dit, allez, c'est bon, c'est fini, j'arrête de discuter avec Radio France, j'ai fait ce que j'ai pu. Et alors, consultant exclusif, c'est quoi ce rôle exactement? C'est-à-dire que toutes les informations... Vraiment... Non, je suis... Alors, attendez, je suis journaliste au sein de la rédaction sportive, j'ai un contrat, etc., et je m'entends très bien et je suis comme un journaliste sportif. C'est-à-dire que j'apporte ma pierre à l'édifice, on fait des débats avec Lionel Rousseau, avec Jean-François Pérez avec qui je travaille, avec Cédric Chasseur qui est ici, qui est venu me soutenir, entre guillemets. Et donc, si vous voulez, je suis très heureux. C'est ça qu'il faut, c'est ça que je voudrais dire. Et bien insister, parce que on a surtout fait les questions et les réponses, parce que les sondages étaient moyens pour Europe. Je peux vous dire très honnêtement que c'est une très très belle maison, avec des gens chaleureux, avec des gens qui travaillent bien, avec des grands professionnels. La seule connerie, parce que j'ai fait une connerie, j'aurais dû partir avant. De Radio France. Voilà, et trop tardé, vous pensez? J'ai trop tardé parce que, pour une raison très simple que personne n'avoue, vous avez été directeur des sports, vous avez fait beaucoup de choses. Je suis resté à Radio France pendant 2 ans, par peur du vide, avec un contrat mensuel de 128 €. D'accord. Donc je pensais que j'avais tout fait, que j'avais tout donné, et que je pourrais avoir un peu plus de respect et de reconnaissance, et de reconnaissance et tout. Mais maintenant, même pas trop cher en fait, c'était pas un problème de non, salaire. Et donc, Si donc tout ça pour vous dire que la personne en question, qui m'a annoncé que mon contrat n'était pas renouvelé, c'était tout simplement un contrat de 128 €. Donc je pense que ça n'allait pas mettre en cessation de paiement de dire Radio France. Voilà, très honnêtement. Mais je remercie beaucoup Europe et je vous dis, j'aurais dû y aller beaucoup plus tôt. Effectivement, il y a tous vos grands entretiens là-bas, notamment les décideurs du sport. Il y a même le podcast, Les Géants, que vous avez lancé. Vous revenez sur les grandes épopées du foot français. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut entendre dans Les Géants sur ce podcast? J'ai fait ça avec Sébastien Guyot, qui est le producteur. C'était mon rêve. Je voulais revoir tous mes copains, tous mes amis, pour qu'ils me racontent leur histoire. Laurent Blanc sur le champion du monde de 98, la Coupe du Monde 98, Fabien Barthez sur le titre de champion d'Europe de 2000. Ils sont tous venus, Michel Denisot qui m'a raconté l'histoire du Paris Saint-Germain pendant 7 ans. L'épopée des Verts, j'imagine. L'épopée des Verts avec Dominique Battenet et aussi Jean-Michel Larquet. Donc je voulais réaliser aussi là un autre rêve, c'est-à-dire que je voulais faire des podcasts. Je voulais le faire aussi dans une autre vie, mais j'en ai pas eu la possibilité. Donc je me suis lancé avec Europe 1 et vraiment ça a été un plaisir. Et là on va continuer à en faire. Il y a eu les Géants 1, les Géants 2, et là il va y avoir encore un troisième. 3, voilà. On parle un peu de télé, ça? Et on parle un peu de télé, puisque vous êtes un chroniqueur récurrent de l'heure des pros sur CNews. Alors pourquoi vous avez décidé de rejoindre cette chaîne? Est-ce que c'est par amitié pour Pascal Praud? Je crois que vous êtes amis dans la vie. Oui, vous connaissez depuis longtemps. On se connaît depuis toujours, parce que c'est Thierry Roland qui me l'a présenté il y a très longtemps. À l'époque où il était à Téléfoot sur TF1. À l'époque où il était à Téléfoot, et puis on s'est toujours marré avec Pascal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de... On fait le même métier, lui il fait une émission qui est extraordinaire, qui marche très très bien. Et puis un jour, il m'a invité, on a fait des émissions sur le football il y a quelques années. Moi je m'entends très bien avec lui, et je trouve, alors c'est de l'affect. Je trouve que moi j'aime bien cette chaîne. Je ne critique pas les autres, je ne critique pas les concurrents, parce que tout le monde a le droit d'exister, mais il se trouve que d'abord elle marche très bien, en audience elle marche remarquablement bien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent la chaîne? Mais oui, mais c'est tout. Vous savez, une chaîne réac. Voilà, c'est toujours l'éternel débat. On a critiqué Europe parce que les sondages étaient mauvais, parce que c'était une radio un peu réac, etc. Tout ça, critiqué France Inter aussi beaucoup. Non, mais tout ça, c'est de radio de bobo de gauche aussi. Voilà, mais tout ça, c'est des bêtises. C'est-à-dire que moi, je vis à l'intérieur d'Europe 1. Je dis que tout ça est faux. Il y a une légende que certains malfaisants essayent d'entretenir, etc. Et à un moment,
eh bien c'est vrai que les sondages sont moyens, sauf que moi, vous savez, hein, j'ai rencontré un directeur que je ne nommerai pas là aussi de mon ancienne vie, qui me dit textuellement, j'ai appris que tu allais à Europe, etc. Tu ne dois pas aller à Europe, tu dois rester chez nous. Je dis, OK, je reste chez vous, OK, mais faites-moi des propositions, je veux dire, solides, sérieuses. Je veux dire, je ne vais pas rester toute ma vie à 128 € par mois. Enfin, je veux dire, et donc, il me dit, tu n'as pas le droit d'aller à Europe, tu comprends, tu es le neveu du général de Gaulle, tu n'as pas le droit d'être dans une radio qui a des positions qui sont un peu compliquées. Et là, je me suis levé, je suis parti. Ah oui, on a été loin, on a ressorti vos origines familiales. Et là, je me suis levé, je suis parti. J'ai dit, on arrête la discussion. Je veux dire, si tes arguments, c'est là. Je veux dire, moi, je suis très content. Et ça se passe très bien. Et vous parlez de CNews. Jamais, 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 j'ai reçu un coup de téléphone de Serge Nedjar ou de Pascal Praud ou de Donat Vidal-Revel ou d'Arnaud Lagardère. Jamais, on m'a mis la pression. Jamais, jamais, alors que jamais. vous l'aviez connu à Radio France, par exemple. Hein. C'était différent, mais c'était honnêtement, sauf les... on vous a fait quelques reproches, que vous nous avez dit mais à l'instant. Sauf les 3 ou 4 derniers mois où ça s'est très très mal passé, avec 2 personnes que je répète, je ne nommerai pas, parce que j'ai peur encore qu'ils m'envoient leurs avocats en disant de me calmer, etc. Non, on n'en pas. On enquêtera, vous inquiétez pas. Alors l'émission, hein, c'est plus de 400 000 téléspectateurs en moyenne, c'est quasiment 13% de part d'audience, c'est la 2e chaîne nationale à cette heure-là, la première chaîne d'info, entre 9h et 10h, c'est une belle exposition, non, lors des pros de Pascal Praud pour vous. Là aussi, je ne me rends pas compte. Très honnêtement, je suis très content de le faire. Je l'ai fait pendant la Coupe du Monde, où vraiment je me suis marré, où j'ai passé des moments merveilleux. Et puis là, je le fais tous les vendredis, ça s'appelle Vendredi Vendroux. Et donc, on raconte des anecdotes, je me mets dans des situations qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Honnêtement, c'est avant tout du plaisir. Et je voudrais simplement dire à tous les jeunes journalistes qui, à un moment, vont nous remplacer définitivement, profitez du moment. On fait le plus beau métier du monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est payé pour aller en Coupe du Monde de football? On est payé pour commenter des Jeux Olympiques. On vous y a vu, et puis vous vous déguisez même, vous vous amusez bien. Et pourquoi ça sort d'où tous ces déguisements? Je suis sûre que plein de téléspectateurs s'interrogent. Non, mais j'étais donc au Qatar pour Europe 1, puis on a parlé avec Pascal, etc. Et je dis à Pascal, écoute, tous les matins, je vais faire une bêtise. Voilà. Je vais faire une connerie intelligente, si on peut parler comme ça. Donc j'ai été voir les dromadaires, j'ai été voir les serpents, j'ai été me faire raser, etc., par un barbier. J'ai essayé de faire des choses pour d'abord, alors ce qui est très égoïste, pour d'abord m'amuser. Et après, ça a amusé Pascal, ça a amusé Serge Nedjar, et donc j'ai continué, et c'est pour ça que je continue maintenant, tous les vendredis, en sortant, en trouvant une idée qui sort de l'ordinaire. Mais c'est avant tout, je le répète, c'est du plaisir. Et il faut que ce métier, ça soit avant tout du plaisir, et surtout de la passion. Si on n'est pas passionné, il ne faut pas faire ce métier. On fera moi. Alors la passion effectivement du foot, hein, c'est ce qui vous habite depuis plus de 50 ans. Vous parliez du Qatar, on va en parler. C'était votre 15e Coupe du Monde, hein, depuis l'Angleterre 66. C'est un record quasiment, je crois. Il y a un journaliste argentin qui est juste devant vous, qui a 17 Coupes du Monde. Voilà, c'est ça. Comment vous l'avez trouvé cette Coupe du Monde, notamment par rapport à toutes les critiques qui avaient été faites avant pour le Qatar? Est-ce que c'était beaucoup de bruit pour rien sur place? Non, comment vous avez alors, comment sur vous avez l'histoire du trouvé Qatar, moi j'ai toujours été très très clair. Je n'ai jamais zappé ce qui s'est passé avant. Tout ce qu'on reproche aux Qataris, sur la les droits corruption, humains, les chantiers, les droits de l'homme, les ouvriers, les accidents. J'ai jamais zappé. J'en ai parlé, etc. Sauf que j'ai toujours dit au moment où il y avait des tentatives de boycott, il fallait prendre la décision il y a 12 ans, en disant voilà quand la Russie... La FIFA l'a nommé en 2010. Parce qu'on oublie quand même que la Russie a fait la Coupe du Monde de football et que quand ils ont été désignés par la FIFA, la Crimée était déjà annexée en partie. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire quand même que la Russie, ça soit les droits de l'homme, ça soit quand même leur grande priorité. C'est sûr. Bon. Et donc, après, il y a le Qatar. Alors, on critique le Qatar, on boycotte le Qatar. On sort des histoires qui sont vraies. Ce qui s'est passé avant avec les ouvriers, etc. Évidemment que c'est vrai. Évidemment qu'ils ont une mentalité qui n'est pas du tout la nôtre par rapport à nous, les Européens. Mais à partir du moment où cette Coupe du Monde, elle est maintenue, on doit y aller sans état d'âme. Et moi, j'y étais sans état d'âme. J'ai fait mon métier, vous l'avez dit, pour CNews et pour Europe. Et sur place, ça s'est bien passé. Et ça, c'est là, j'ai parlé. L'organisation, il paraît, était excellente. Mais l'organisation était remarquable. C'est quand même le seul pays au monde où il y a des autoroutes à 6 voies. Donc vous ne risquez pas d'avoir des encombrements, vous voyez. Ça fait juste la taille de l'Île-de-France en plus. Exactement. Et puis, c'est une Coupe du Monde qui s'est déroulée dans un mode Jeux Olympiques.
vous savez, les Jeux Olympiques, c'est une ville. Dans une ville ou Voilà. autour de la ville. Et la Coupe du Monde, c'est un pays. Donc le Qatar a été désigné, mais en fait, comme le Qatar, il n'y a que Doha au Qatar, je veux dire, tout s'est déroulé dans un rayon de 80 km. Donc on n'avait pas des problèmes de circulation, il n'y avait pas des problèmes d'accréditation. Ça c'est très bien. Les stades étaient complets à 80%, ce qui est rarissime. Tous les stades ont été complets. Et donc, en plus, la compétition s'est déroulée d'une manière assez exceptionnelle, avec des surprises et avec cette finale historique entre la France et l'Argentine. Ouais. Donc moi, je ne me permettrais pas de critiquer l'organisation de la Coupe du Monde de football parce qu'elle s'est passée remarquablement bien. Et il y en a un qui a manqué une occasion de se taire, c'est Noël Le Graët, quand oui. il a incité Hugo Lloris à ne pas porter le brassard arc-en-ciel. Est-ce que vous avez été choqué? Qu'avez-vous pensé de cette position? Enfin, c'est surtout après, évidemment, qu'il y a eu l'hôtel des Bleus aussi. Vous vous souvenez, avec les conditions des salariés et puis les propos sur Zidane. Non, mais je trouve que tout ça est extrêmement maladroit et que, très honnêtement, c'est là où il y a une certaine forme d'ambiguïté dans cette histoire de Noël Le Graët. C'est que Noël Le Graët, il a été un remarquable président pendant pratiquement 20-25 ans. Il a été président de la Ligue de football professionnel, il a été maire de Guingamp, il a créé l'équipe en avant Guingamp. Des contrats extraordinaires. Ouais, je veux dire, il a pris pris la fédération, je crois, en 2010, après le fiasco de Nice-Na, d'Afrique du Sud. Elle était quasiment en cessation de paiement. Il n'y avait plus de licenciés. Enfin, tout allait très mal. Il a remis tout en ordre, avec des équipes compétentes, etc. Et ces 2 ou 3 dernières années, il disjoncte. Il disjoncte. Ouais. Il est fatigué, malheureusement il a été malade, etc. Et c'est ce que je disais avec ça vous a choqué amis. quand même les propos sur Zidane notamment. Mais évidemment que je suis choqué. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à Platini, on ne touche pas à Zidane, on ne touche pas à Noah, on ne touche pas à Alain Prost. On a ce qu'on appelle... Des icônes. On a des icônes. Vous savez, ma grande blague, c'est que quand j'appelle un grand champion, je fais « Allô, la légende », etc. Parce que ce sont des légendes. Et c'est des gens qui font partie... Alain Prost, Yannick Noah, Michel Platini, Marie-Josée Pérec font partie du patrimoine de la France. Il faut les respecter. Et à partir du moment où il y a un manque de respect notoire pour Zidane, moi je trouve ça pas bien, c'est tout. Mais il le sait, Noël Le Graët, je me suis permis de lui dire qu'il fallait faire attention, etc. Vous l'avez eu au téléphone depuis Mais oui, je l'affaire? l'ai eu au téléphone 1 ou 2 fois, etc. Mais c'est des conversations qui sont très gênantes. Je veux dire, il est dans quel état d'esprit? Il ne comprend pas, parce qu'il a fait tellement de belles choses avant. Là, il est en train de payer sur ces 2 dernières années. Mais au comité exécutif, il a quand même reconnu, il a dit « j'ai fait le con ». Mais il a reconnu, il a pleuré. Il a reconnu, il regrette infiniment, mais le mal est fait. C'est fait. Il restera, quoi qu'il arrive, des traces. C'est obligatoire. Mais pour vous, Jacques, après son retrait de la présidence et en attendant effectivement l'audit qui a été commandé par le ministère pour les plaintes pour harcèlement moral et sexuel, Samir Drey, pour vous, c'est définitif? Vous pensez qu'il peut revenir ou c'est terminé pour Honnêtement, lui? il ne peut pas revenir. C'est pas possible. Non, il peut pas. Il ne peut pas revenir. C'est-à-dire qu'il a tellement été critiqué, il a été vilipendé par tout le monde, parce que d'abord, il a fait des erreurs de communication. Il a fait des erreurs de communication. Il s'est attaqué, à un certain nombre de choses qui sont extrêmement importantes, dans le sport en règle générale, notamment cette position des LBGT, etc. Il faut respecter tout ça, il faut le respecter. Et donc, il a fait des boulettes, etc. Sur le racisme, il a fait des boulettes. Et puis, il y a un audit sur lui, parce qu'il y a des plaintes pour harcèlement sexuel. Il faut attendre. Oui, non, mais de toute façon, il faut attendre le rapport, mais il ne pourra pas revenir, c'est impossible. Maintenant, c'est à la Fédération française de football de se réorganiser pour essayer de faire une... Philippe Diallo a pris la présidence par intérim jusqu'en 2024, puisque la prochaine élection sera en 2024. Vous avez fait acte de candidature la semaine dernière dans l'heure des pros, Jacques. Est-ce que ça vous intéresse vraiment ou c'était une blague? Parce que j'ai pas compris si vous étiez sérieux. D'abord, que les choses soient claires. Vous aviez dit oui, ça m'intéresse, à Pascal Praud. Pourquoi pas? Pourquoi pas rentrer au COMEX, pour terminer ma vie modestement de journaliste sportif. Mais cela dit, j'ai 75 ans, je ne suis pas du tout l'avenir pour diriger la Fédération française de football. Il y a des gens qui sont capables, on parle de Philippe Diallo, on parle éventuellement de Jamel Sanjak, on parle de Michel Denisot, mais il est très âgé comme moi, on parle de Michel Platini. Pourquoi pas? Mais à un moment ou à un autre, il faut que la gouvernance, elle change. C'est obligatoire.
Et vous n'avez pas un nom, quelqu'un que vous Ah ben moi, aimeriez si- voir ah, à la alors, moi, présidence? Si ça vous dépend- aviez les mains. Moi, si ça dépendait que de moi, si c'était moi qui Oui. décidais, je mettrais Michel Platini tout de suite. Mais il ne veut pas. bien sûr. Non, Il veut pas. Il veut Voilà. pas. On va proposer, il veut pas. Une dernière petite question avant de se quitter, Jacques. En 2021, vous avez sorti une autobiographie qui retraçait votre parcours. Où on avait appris que vous étiez effectivement le petit-neveu du général de Gaulle, que votre grand-père, votre grand-mère avait fait de la politique, et que vous-même avez fait votre carrière sur un malentendu. C'était le titre du livre. Est-ce que c'est bien un bon résumé de votre vie, c'est-à-dire un malentendu qui dure en gros depuis un demi-siècle, quoi, à peu près? Ben, il existe depuis 1966. Vous savez, la scène qui est le détonateur de tout, pour conclure, c'est que je suis dans le bureau. Mon père est député et il s'aperçoit que malheureusement, je ne suis pas fait pour les études, etc. Et que mon rêve, c'est de devenir Gordon Banks, mais c'est trop tard à 18 ans, Gardien de but, oui, ou devenir absolument. Thierry Roland. Mmh. Et donc, il téléphone à un de ses amis qui s'appelait Raymond Marcillac. Et il dit à Raymond Marcillac, voilà, j'ai un fils, il veut devenir Thierry Roland. Ben, écoute, viens me voir demain. C'est un 2 mai. 2 mai 66. Ça toute ma vie. Je rentre dans le bureau de Marcillac. Donc moi, je connais Raymond Marcillac, que je suis téléspectateur. Je regarde Sport Dimanche, Télé Dimanche, Absolument, etc. ouais, le grand présentateur de sport. Et il me de dit, l'époque. c'est bien joli de voir devenir Thierry Roland, mais est-ce que tu as déjà fait de la radio ou de la télévision? Je dis, bien sûr, j'ai fait de la radio à Radio Calais, Ouais. qui n'existait pas. J'ai inventé une radio. Ah, vous avez inventé la radio, d'accord. Et il m'a dit, Ouais, ah bon, très bien, je t'engage. Et j'ai été engagé grâce à mon père et grâce à Marcillac, voilà. Mais après, il fallait que je fasse mes preuves. modestement. Effectivement, un beau malentendu en tout cas qui a bien duré. Merci beaucoup Jacques Vendroux, merci d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve sur Europe 1 toute la semaine, le jeudi soir à 20h avec et l'émission Les Décideurs du Sport et votre podcast, et évidemment tous les vendredis sur CNews, 9h, 10h avec Pascal Praud et votre chronique. Merci en tout cas et bonne continuation. Merci. Revenez nous voir quand vous voulez, hein. On n'a pas besoin que vous partiez à la retraite, on vous aime comme ça. Sarah, nous on se retrouvera lundi avec un nouvel Lundi, invité. un nouvel invité, c'est un comédien que vous avez découvert dans 10% sur Ah France oui. 2. Il jouait l'agent Mathias Barneville. Là, il vient nous voir pour une nouvelle fiction, Piste Noire, toujours sur France 2. C'est un polar glaçant, vous verrez. Il s'agit de Thibaut de Montalembert. Ce sera dès lundi, Avec évidemment, pour le Buzz Télé. On vous souhaite un excellent week-end. Merci encore de votre fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.